TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 2 mars 2022. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'inondations et de changements climatiques qui pourraient affecter l'offre des activités extérieures. On parle aussi de cabanes à sucre et des films haute couture et illusions perdues. Bonne émission! D'abord, aux actualités, on s'en va rejoindre Yannick Boursier de l'Info de la Basse-Lièvre. Bonjour Yannick! Bonjour! Yannick, les changements climatiques, ça nous affecte un peu partout dans notre vie. Et là, ça affecte les activités extérieures. Et donc, la ville de Gatineau est en train de regarder la situation. Qu'est-ce qu'elle fait présentement exactement, la ville? Oui, mais c'est la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés qui a regardé le dossier dernièrement et a eu une présentation, la nouvelle commission avec les nouveaux membres, pour discuter du dossier des changements climatiques. On sait que ça va affecter énormément tout ce qui est activité extérieure, principalement l'hiver. On s'attend à des hivers beaucoup moins longs et aussi avec des températures très changeantes. Et aussi l'été, il va y avoir des impacts aussi pour les activités de l'été, avec notamment des étés beaucoup plus chauds, donc le besoin d'avoir des activités aquatiques, entre autres. Donc, tous ces éléments-là sont regardés présentement par la Commission pour voir un peu comment on peut réaménager un peu notre offre d'activité tout en offrant quand même toujours quelque chose d'intéressant aux citoyens. Oui, et ça touche certainement un peu plus les patinoires. Ça demande de l'entretien. Ces patinoires, quand il ne fait pas assez froid, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, bien, veux pas, comme on disait, l'hiver, ça va toucher énormément. Selon les données qu'ils donnaient lors de la présentation, on s'attend à des journées beaucoup plus courtes, des hivers beaucoup plus courts, beaucoup de journées perdues au niveau du gel, donc des journées perdues au niveau de la patinoire. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que est-ce qu'on continue, on va utiliser l'expression s'acharner pour garder des patinoires ouvertes? Présentement, on sait qu'on en a 82 patinoires dans les quartiers. Donc, est-ce qu'on veut garder ces 82 patinoires-là ouvertes, mettre de l'argent parce qu'il y a des moyens qui sont possibles de faire. On peut mettre certaines mesures comme du géotextile pour pouvoir faire geler les patinoires plus rapidement ou dans d'autres villes, il y a des toits ou des systèmes de réfrigération, mais tout ça a un coût. Donc, est-ce qu'on veut payer pour faire ces éléments-là pour pouvoir garder les patinoires un peu plus longtemps ouvertes? Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont devoir être regardés par la Commission pour voir un peu qu'est-ce qui est la meilleure solution. Oui, donc dans les discussions qu'ils vont avoir au sein de cette commission des loisirs, du sport et du développement des communautés, donc ils essaieront de répondre à ces questions. À quoi on peut s'attendre prochainement dans les semaines à venir? Bien, présentement, ils se penchent. La commission souhaite entendre aussi les gens. C'est un peu pour ça aussi le président était heureux de voir que la présentation était publique. Donc, les gens vont pouvoir la voir sur le site de la ville de Gatineau et voir un peu les propositions qui sont faites parce qu'il y a certaines propositions déjà qui ont été avancées, certains éléments que les services proposent à la commission. Et une fois que la commission va s'être penchée sur ces dossiers-là, bien après ça, ils vont faire des propositions finales qui vont être adoptées par le conseil municipal. Plusieurs de ces éléments-là vont se retrouver dans le plan climat, quelque chose qu'on a entendu beaucoup parler dernièrement, le nouveau plan que la ville met en place pour faire face au changement climatique. Donc, c'est aussi un peu en lien avec ce plan-là que le service de loisirs est en train de regarder la situation en ce moment. OK. Et les changements climatiques, bien, comme je le disais, ça a des impacts un peu partout dans nos vies et ça a des impacts sur le risque d'inondation. Ça augmente le risque d'inondation. Et depuis le 1er mars, il y a des nouvelles règles en vigueur pour les zones inondables. C'est quoi les changements que ça apporte, là, ces nouveaux règlements pour les citoyens? Oui, bien, on sait qu'à la suite des inondations en 2019, le gouvernement avait établi une zone d'intervention spéciale qui touchait notamment tout ce qui était zone inondable et les endroits où il y avait eu des inondations en 2017 ou en 2019. Donc, dans ces zones-là, il n'y avait rien qu'on pouvait faire en ce moment. On ne pouvait pas faire de nouvelles constructions
tout était gelé pour le moment, c'est un moratoire. Donc là, cette nouvelle réglementation-là, qui est provisoire, il faut le dire, qui change cette semaine, va permettre certains allègements. Donc, on revient avec deux zones, une zone de faible courant, donc un peu plus éloignée, qu'est-ce qu'on pouvait appeler les 20-100 ans avant. Donc, on va pouvoir permettre certaines constructions selon des critères précis. Et les zones les plus proches des lieux des inondations, qu'est-ce qu'on pouvait appeler à peu près les 0-20 ans. Donc ça, où ce qui va y avoir aussi certaines permissions, mais encore un petit peu moins que dans les autres zones et avec des règles un peu plus précises là, de ce côté-là aussi. OK. Ça va te demander quoi comme travail supplémentaire de la part des gens qui ont des projets de construction, là? On pense par exemple là, aux villes, mais aux promoteurs, aux contracteurs, à des citoyens qui auraient des projets. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire maintenant? Un des éléments premiers qu'on a dans cette nouvelle réglementation-là, c'est que tous les projets qui vont être dans ces zones-là vont devoir auparavant avoir une autorisation municipale. Donc, la ville va devoir autoriser la personne à pouvoir aller de l'avant avant même d'avoir donné un permis. Donc, avec cette autorisation municipale-là, le gouvernement souhaite que la ville s'assure que les nouveaux règlements soient appliqués parce que les règlements changent d'autres règlements, donc ça touche énormément de règlements. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un changement qui va toucher beaucoup de choses et qui va être compliqué. Du côté de la ville de Gatineau, entre autres, on va avoir des personnes dédiées, une équipe dédiée pour regarder ces dossiers-là parce que la directrice du module de l'aménagement disait comme quoi que c'était comme un chien à trois têtes, là. C'était vraiment très, très, très compliqué et beaucoup de choses à vérifier. Donc, on veut s'assurer de bien faire les choses. Puis, donc, on va s'assurer que les gens aient l'information. Oui, l'important, en fait, ce sera que les gens qui ont des projets s'informent vraiment. Sinon, il pourrait y avoir des pénalités. Oui, exactement, parce qu'il y a des pénalités pour les villes, mais il y a aussi des pénalités pour les demandeurs, les propriétaires de terrain, s'ils font des projets qui ne sont pas permis, mais aussi s'ils n'obtiennent pas les autorisations municipales. Et un élément qui est à vérifier, c'est qu'il y a certaines autorisations municipales maintenant qui vont être nécessaires pour des projets qui ne nécessitent plus de permis à la ville de Gatineau, notamment les bâtiments accessoires. La ville avait enlevé l'obligation d'avoir des permis pour des bâtiments accessoires. Malheureusement, pour la nouvelle règle, il va devoir avoir une autorisation municipale. Donc, si les gens ne font pas attention, ils pourraient se retrouver avec des enjeux. Donc, il va y avoir une page pour la ville de Gatineau, à tout le moins, il y a une page web sur le site de la ville qui devrait donner toutes les informations. Pour les autres municipalités, informez-vous auprès de votre municipalité avant de faire un projet, c'est important. Absolument. Autre sujet, Yannick, maintenant, et la semaine dernière, c'était la 9e édition de la journée du chandail rose à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, cette journée? Oui, bien, c'est une journée qui est faite en l'honneur d'une situation qui est arrivée. Bien, en l'honneur, on ne peut pas vraiment dire en l'honneur, mais c'est suite à une situation qui est arrivée en 2007 dans une école en Nouvelle-Écosse. Un jeune est arrivé avec un chandail rose. Et il a subi de l'intimidation. Deux autres jeunes de cette école-là, le lendemain, voyant ça, sont arrivés avec des chandails roses et d'autres chandails qu'ils ont distribués à leurs amis. Donc, et ça fait de boule de neige et plusieurs écoles ont embarqué par la suite. C'est comme ça qu'est née cette journée du chandail rose pour combattre l'intimidation dans plusieurs écoles à travers le monde et notamment à Hormidas-Gamelin ici. Oui, c'est vraiment une façon de démontrer là, pour les élèves leur appui à la lutte, à l'intimidation. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, la semaine dernière concrètement, les élèves? Bien, ils ont porté d'abord le chandail rose ou des vêtements roses pour ceux qui pouvaient. Il y avait aussi toujours une grande banderole sur laquelle ils peuvent faire des messages. Cette année aussi, on essayait de promouvoir la bienveillance. Après les 2 années qu'on a passées avec la pandémie, on voulait mettre de l'avant les gens qui avaient fait des beaux gestes, qui avaient aidé pendant ces 2 années-là. Donc, on a voulu que les jeunes rendent hommage à des gens qui avaient été bienveillants avec eux. Et aussi, du côté de l'école, on a fait un petit concours. Les enseignants, le personnel avaient des coupons pour remettre à des jeunes qui avaient fait des beaux gestes pendant la semaine, des gestes bienveillants, pour un tirage à la fin de la semaine. Oui, et la prochaine fois, la prochaine édition, donc ce sera la 10e année l'an prochain, et l'école se prépare déjà là, à fêter, là, à célébrer en grand cette 10e année.
Oui, on veut fêter ça en grand et on veut le fêter à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'extérieur. Donc, on veut intégrer la communauté. Donc, l'année prochaine, on va probablement avoir des chandails qu'on va distribuer aussi pour la communauté, qui va rappeler aussi les logos des 10 années de la journée du chandail rose. Yannick, en terminant, la maison de la famille de la Petite Nation, celle située à Saint-André-à-Velin, fermera ses portes définitivement. Oui, bien, on avait eu l'annonce au mois d'octobre dernier qu'elle avait fermé temporairement ses services parce qu'elle n'avait pas de personnel et le conseil d'administration, il n'y avait plus personne non plus. Donc, la situation est encore la même. Donc, le président a confirmé cette semaine que le processus pour la dissolution avait été amorcé. Donc, dans les prochaines semaines, l'organisme va être tout simplement dissous. Et qu'est-ce que ça va engendrer, ça, cette dissolution-là? Est-ce qu'on s'attend à des choses particulières pour les prochaines semaines? Oui, bien, il va falloir que l'organisme se vende ses actifs, donc la maison à Saint-André-à-Velin, entre autres, où il offrait les services, de même que la camionnette. Et une fois que ces ventes-là vont être faites, ils vont avoir payé, qu'est-ce qu'ils auront payé? Je sais qu'il reste un peu d'argent sur l'hypothèque de la maison. Ils doivent remettre l'argent qui reste à des organismes. Donc, le président nous disait qu'il voulait donner l'argent à différents organismes qui couvrent le territoire qui était couvert par la Maison de la famille du côté de la Petite Nation. OK. Et on confirme aussi, on rassure les gens comme quoi la Maison de la famille de la vallée de la Lièvre, elle, n'est pas touchée par cette fermeture-là. C'est 2 maisons de la famille bien différentes. Yannick Boursier, merci. Et pour savoir ce qu'il y a à faire dans la Petite Nation, en Petite Nation, hein, c'est maintenant ça l'expression, on s'en va rejoindre Jessie Laflamme. Bonjour. Bonjour Floralie. Jessie Laflamme, on est au mois de mars déjà et qui dit mois de mars dit cabane à sucre. Il y a des cabanes à sucre d'ouvertes cette année. Oui, tout à fait. En Petite Nation, par exemple, c'est un peu plus ardu. La cabane à sucre Brazeau est malheureusement fermée cette année pour des raisons de santé. C'est ce qu'on peut lire sur leur site Internet. Pour ce qui est de la cabane à sucre Timousse, qui est située tout juste à côté, à Papineauville, eux sont ouverts, mais pour des commandes pour emporter, des boîtes repas. Il y a la boutique, par contre, qui est ouverte aussi, où on peut se procurer la marinade, entre autres. C'est vraiment mon coup de cœur chez Timousse. Mais aussi les aliments là, traditionnels, oreilles de Christ, mélange pour crêpes, omelettes et tout. Donc, la boutique est ouverte du jeudi au dimanche, donc c'est possible d'aller là pour se procurer des bons produits là, traditionnels de cabane à sucre. Mais pour ceux qui veulent vraiment manger en salle à manger, là, vraiment vivre l'expérience. Oui, parce qu'on n'a pas pu la vivre, cette expérience-là, dans les dernières années, autant. Là. Non, tout à fait. Puis je pense que ça manque à beaucoup de personnes. Et donc, la ferme Saint-Lap à Tursault qui propose des repas cabane à sucre du 26 février au 23 avril, du jeudi au dimanche, de 9h45 à 13h30. C'est vraiment le menu classique. Et en plus, il y a des mini-chevaux qu'on peut observer là, pour le plaisir des enfants. Ça, c'est vraiment l'offre. Et des adultes aussi. Et ben oui, tout à fait. Tout à fait raison. Ça, c'est vraiment l'offre qu'on retrouve là, plus du côté Petite Nation avec les produits François Lambert, évidemment, qui, eux, sont disponibles à l'année. On peut se les procurer à sa boutique à Notre-Dame-de-la-Paix ou dans plusieurs commerces là, de la région. Ouais. Par exemple, du côté de Bokier-Manche-Gardien, là, l'offre est vraiment intéressante également, avec notamment l'entreprise familiale, l'érablière Saint-Germain, qui est ouverte depuis 2020 et qui a décidé, là, le couple a décidé avec ses 3 enfants de mettre l'érable de l'avant et donc de faire passer l'arbre à l'assiette. Ils offrent eux aussi des repas pour emporter, mais salle à manger également. Et on a le domaine de l'Ange Gardien, sa réputation est là depuis tant d'années. Hein. C'est eux aussi, boîte repas et aussi salle à manger disponible du mercredi au dimanche. Donc, beaucoup d'endroits pour se sucrer le bec. Oui! Et également, du côté du Parc Oméga aussi, on en a créé un événement. Donc, le 5 mars, c'est vraiment soirée cabane à sucre, ambiance festive du temps des fêtes avec le spectacle du Diable à 5. Également, ça se déroule à la Terre des Pionniers, donc glissades sur sub seront ouvertes, parcours aérien. Et il y a toujours une cabane à sucre ouverte là, en tout temps au Parc Oméga où on peut manger de la tire, se procurer certains produits d'érable. Donc, plusieurs occasions de célébrer le temps des sucres. Absolument, mais on peut aussi s'instruire à travers tout ça. Oui. Il y a une nouvelle exposition d'ailleurs en ligne qu'on peut aller voir. C'est sur les parcours d'eau en Petite Nation.
Tout à fait. En fait, là, c'était une exposition qui était permanente au Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance, qui était gérée par Patrimoine Papineau, mais qui ont dû fermer les portes pour différentes raisons et ils ne voulaient pas perdre tout le travail qui avait été fait parce qu'on parle quand même d'une centaine de témoignages en lien avec l'eau. Donc, tout ce qui est drave, biodiversité, on le sait, hein, la rivière Petite-Nation, la rivière des Outaouais, très important sur le territoire. Et donc, c'était le récit des rivières de la Petite-Nation et de la Lièvre. C'est comme ça que s'appelait l'exposition. Et Patrimoine Papineau avec Cinéma Anima, une compagnie, ont décidé d'en faire un site web, donc parcoursdeau.com, où on peut justement aller visionner ces capsules. On peut voir des photos de l'époque aussi. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle façon d'en apprendre plus sur notre histoire, là. Absolument. Il y a aussi le Centre d'action culturelle, la MRC Papineau, qui a différentes choses à nous offrir là, pour le mois de mars, notamment avec la Journée internationale des droits des femmes. Il y a une exposition qui revient à chaque année, Femmes Expo. C'est quoi le thème cette année? Et demain. Donc, un thème très vague quand même. Hein? J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça se déroule du 5 mars au 24 avril. 37 artistes y participent cette année. Chaque année, c'est vraiment pour moi une exposition coup de cœur parce que la diversité est au rendez-vous. C'est incroyable de voir tous les médiums qui peuvent être utilisés, comment aussi un thème peut être vu de différentes façons. Donc, chaque année, là, c'est une découverte. Et cette année, le vernissage se déroule le 8 mars via Zoom à 18h30. OK. Et pour les enfants aussi, en fait, les enfants peuvent bien aller voir cette exposition-là, évidemment, Femmes Expo. Évidemment. Mais il y a un concours, autant pour les adultes que pour les enfants, un concours qui revient d'année après année. Qu'est-ce que c'est? C'est un concours d'écriture, dans le fond, et c'est sa 6e année. Et cette année, le thème est « Je me fais mon cinéma ». Donc, ça laisse place encore là aussi à beaucoup, beaucoup de scénarios possibles. Et parlant de scénarios, habituellement, et c'est toujours le cas cette année, on retrouve 4 catégories d'âge, justement, donc une pour les enfants et autres. Et cette année, il y a une catégorie supplémentaire qui s'ajoute et c'est vraiment l'écriture d'un scénario, toujours en lien avec « Je me fais mon cinéma ». Cette fois-ci, c'est tous les groupes d'âge regroupés. Et le premier prix est vraiment intéressant, c'est la réalisation de son court-métrage. Wow. Et donc, vraiment, là, une belle initiative, je trouve, du côté du Centre d'action culturelle. Et c'est possible de participer au concours, mais aux 2 catégories. Donc, quelqu'un pourrait soumettre un texte dans la catégorie, par exemple, adulte, et pourrait aussi soumettre un scénario. Je vous invite, là, évidemment, à consulter le site culturepapineau.org pour avoir tous les détails, parce que là, il y a un nombre de mots à respecter et tout, et pour avoir des idées aussi concernant le thème. Mais vraiment, belle initiative là, du côté du Centre d'action culturelle. Oui, vraiment. Puis une autre initiative qu'ils ont maintenant depuis quelques années, c'est la création de livres. Oui. Donc, ça s'appelle Livre libre. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant. Le but, c'est on paye un petit calepin rempli de pages blanches. Le but est simple, c'est remplir les pages blanches et de la façon qu'on veut. Parce que le Centre d'action culturelle, ce qu'il veut, c'est inciter à la création. Donc, si vous désirez faire des images, des dessins, des poèmes, un texte, peu importe, des définitions, des haïkus, c'est permis. Le but est vraiment juste de se laisser aller dans la création et c'est possible de ramener le livre au Centre d'action culturelle et il fait maintenant partie de la bibliothèque des carnets insolites. Donc, pendant qu'on visite Femmes Expo, on peut également feuilleter quelques livres qui ont été créés au cours des dernières années. On peut s'en procurer un aussi dans le but de créer éventuellement. Et ils sont aussi sur le site web culturepapineau.org. Donc, vraiment une autre belle initiative là, du côté du Centre d'action culturelle. Et Jessie, en terminant, avec les mesures sanitaires qui s'assouplissent, il y a des spectacles qui s'en viennent maintenant dans la Petite-Nation. C'est quoi là, les prochains spectacles là, dans les prochains jours à voir? Il y a Dave Godet qui ouvre le bal un peu, l'humoriste qu'on peut voir là, un peu partout. Et donc, qui est à la coopérative Place du Marché à Ripon le 5 mars. Coopérative Place du Marché qui offre une panoplie, là, une belle diversité. Donc, soirée quiz à venir, karaoké, spectacle de talent même le 2 avril. Et on a le Pub Saint-André également là, qui commence sa programmation avec Jean-Claude Gélina le 12 mars, Jean-Thomas Jobin le 18 mars. Et on a la salle Desjardins Petite-Nation qui est située à l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau qui ouvre le bal aussi. Et c'est une première pour eux dans une salle fraîchement rénovée avec Phil Bond le 12 mars. Évidemment, là, je vous invite à consulter la programmation de ces 3
endroits-là, qui offrent une panoplie, une très belle programmation. On est vraiment choyés en Petite Nation d'avoir tout ça. Oui, de retour maintenant avec les spectacles. Jessie Laflamme, merci. Depuis l'ouverture des salles de cinéma, on a retrouvé notre chroniqueur cinéma, Daniel Lafortune. On s'en va le retrouver puisqu'il a vu 2 autres films pour nous. Bonjour, Daniel. Bonjour, Floralie. Daniel, les 2 films que tu es allé voir cette fois-ci, c'est Haute couture et Illusion perdue. D'abord, on va commencer par le film Haute couture. Est-ce que tu y as trouvé ton compte, toi, dans ce film-là? Là? Ça me semble être un film qui peut plaire peut-être un peu plus aux femmes. Est-ce que je me trompe? Ben, tu as absolument raison. Cependant, sur le plan cinématographique et surtout au niveau du scénario, c'est quand même un très bon film. C'est l'histoire de, évidemment, la haute couture, c'est évidemment l'apparat. Et puis, le monde merveilleux de la couture, mais pour les riches. Ici, on se retrouve avec Esther, jouée de façon très convaincante par Nathalie Baye, l'ex de Johnny Hallyday, qui joue Esther. Cette dame-là, elle est première d'un atelier de couture pour la maison Dior. Eh bien, dans le métro, elle se fait voler son sac à main et une jeune fille de 20 ans, Jade, et qui est jouée par une nouvelle venue, Lynn Coudry. Donc, c'est de souche, je dirais, soit marocaine ou algérienne. Eh bien, elle va revenir porter le sac le lendemain par culpabilité à ce personnage d'Esther. Va s'établir petit à petit une relation amicale ou une relation mère-fille parce que le personnage d'Esther a eu une fille il y a longtemps et malheureusement, elle n'a plus de relation avec sa fille. Oh. Donc, à la veille de son départ pour la retraite, Esther engage cette jeune-là. Ça vient perturber toute la salle de couture, de création. Et il y a même, parce qu'elle est issue, ce personnage de Jade, elle est issue d'un milieu assez difficile où il y a le vol, où il y a la pauvreté, où on quitte l'école très hâtivement. Eh bien, le personnage de Jade va petit à petit développer une relation amicale avec Esther et ça va amener qu'elle va commencer à travailler dans cet atelier de couture, même sans l'approbation des autres travailleuses qui sont là. Donc, elle va commencer à travailler à la maison Dior alors qu'elle vient vraiment pas Dior, oui. de ce milieu. Ça fait une relation amicale, mais en même temps de patron-employé avec beaucoup de coopération. Sur le plan cinématographique, c'est un film sur l'amitié, aussi sur l'aide aux communautés différentes et un jeu surtout de cette nouvelle venue, Lina Coudry, magnifique dans son personnage de jeune. Et puis, ça nous donne un film avec une portée féminine et une portée sur la réflexion humaine. Donc, j'ai accordé la note de 7,5 sur 10 à ce film. OK, quand même. Puis, petite précision, est-ce que ça se passe à notre époque ou ça se passe à une autre époque? Oui, ça se passe actuellement à Paris, je ne sais pas dans quel arrondissement, mais ça se passe à la Maison Dior. OK. Ensuite, autre film que tu es allé voir pour nous, Illusion perdue. Ça, ce n'est pas un film qui se passe à notre époque, par contre. Absolument pas. Alors, ceux qui connaissent un peu la littérature française, Honoré de Balzac, il est né en 1799, mort en 1850, donc ça se passe à cette période-là, en fait, vers 1840. C'est un personnage, Lucien, qui est un poète naïf, qui s'éprend d'une façon idéale d'une dame qui vient de l'aristocratie d'Angoulême, où lui aussi habite. Et aujourd'hui, on dirait c'est une cougar pour ce jeune poète-là. Et donc, bien, elle était plus vieille. va quitter avec cette dame-là,
Je pense que c'est un baronne pour Paris, pour faire, en fait, amener sa poésie, amener ses écrits dans ce milieu littéraire parisien. Il va tenter de faire sa chance à Paris. Malheureusement, c'est très difficile parce que les cercles littéraires sont très hermétiques. Cependant, il va se lier d'amitié avec un journaliste et va finir par devenir journaliste et parler, en fait, d'une partie de la population qui est plus près du peuple que de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Cependant, il va faire la navette entre ces deux couches sociales et va tomber un petit peu dans l'oubli. Sur le plan de la mise en scène, c'est magnifique. Les costumes, magnifiques. On est vraiment... on a mis le paquet. Ça représente bien l'époque, alors. C'est le film qui a gagné le César du meilleur film français le week-end dernier. Ben oui. Et Xavier Dolan joue dans ce film-là. Il fait un ami, parfois c'est un ami, parfois il est un petit peu retiré de l'amitié de Lucien. C'est un film de Xavier Giannoli et puis, je vous ai parlé de Xavier Dolan, mais aussi, il faut penser au jeu de Benjamin Voisin qui joue ce personnage de Lucien et Cécile de France qui joue cette Louise Bergeton, cette dame de la bourgeoisie. C'est un beau film, mais très linéaire. J'ai accordé tout de même 7 sur 10. Je ne pense pas que ça méritait le meilleur film français. Donc, tu es en train de me dire que tu l'as trouvé moins bon que Haute Couture? Absolument, même si Haute Couture n'était même pas en nomination. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il a gagné, alors? Moi, je pense que, bon, il y a beaucoup de lobbying dans ces prix-là. Les critiques littéraires aiment ça, se plonger dans ce milieu de l'aristocratie, la grande bourgeoisie, et cette fois-ci, c'est du 19e siècle. Et il y a aussi une partie, on parle vraiment, plus que l'aristocratie, on parle de la noblesse, hein? La baronne de Margeton, qui rencontre la marquise, qui est sa cousine. On tient encore à ces paradoxes de la population encore au 21e siècle. Daniel Lafortune, merci beaucoup et merci à vous d'avoir été là exceptionnellement cette semaine. Il n'y a pas de TVC Info Week-end pour la fin de semaine, mais on se reprendra la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous mercredi. Au revoir.